cette semaine est impressionnante et je crois très révélatrice de ce qui va arriver à la France. Dans la même semaine, vous avez la France qui a nommé son représentant auprès de la Commission européenne, son futur commissaire européen. Et dans le même temps, vous avez Donald Trump qui a nommé Elon Musk pour moderniser l'État américain. Vous allez voir que on est sur deux visions du monde, sur deux visions de l'économie totalement, diamétralement opposées. Et je peux vous garantir une chose, on va se faire rouler dessus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller jeter un œil sur la boutique DME. Je vous en parle un peu plus en fin de vidéo, mais vous allez trouver pas mal de produits intéressants. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, ce matin, je regardais mes différents tweets, je regardais un petit peu tout ça, et j'ai été frappé, mais frappé par la différence de mentalité entre les États-Unis et la France. Et ça se voit encore plus, je trouve, dans les nominations qui ont eu lieu cette semaine. On sait que la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, ok. Mais quand on voit les orientations prises par Donald Trump, qui va bientôt accéder au pouvoir, et parce qu'il n'est pas encore élu, mais il y a déjà, il commence les nominations, on regarde ça, c'est déjà impressionnant. Tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, l'homme que tout le monde disait misogyne, etc., a comme bras droit une femme. Hein. Il a choisi une femme comme bras droit, donc la misogynie. Mais bon, peu importe. Bras droit quand il sera président. Hein, sa plus proche collaboratrice, c'est une femme. Donc, peu importe. Le secrétaire le secrétaire de la Maison Blanche, je crois qu'on appelle ça, c'est vraiment la personne qui accompagne le président dans dans toutes ses décisions. Bon, mais bon, je passe là-dessus. Il y a eu d'autres nominations impressionnantes, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et on voit la différence de mentalité. On va voir que vraiment nos deux mondes vont s'écarter de plus en plus, de plus en plus. Parce que là où nous, on a une approche extrêmement technocratique, vous allez voir la personne qui a été nommée à la Commission européenne, si vous ne le savez pas encore, vous allez voir, mais on est sur une approche totalement technocratique, administrative du monde. Et là-bas, ils ont une approche, mais totalement, je parle d'Elon Musk et je parle de Donald Trump, une approche totalement entrepreneuriale du monde. On va se faire rouler dessus. Ça va être un bain de sang. Un bain de sang. Moi, j'ai extrêmement peur pour nos entreprises. J'ai extrêmement peur que nos entreprises, comme Total par exemple, qui va être cotée aux États-Unis et qui va devenir majoritairement américaine, probablement l'année prochaine ou en 2026. Aujourd'hui, c'est 47%, les Américains. Ça sera majoritaire en 2025 ou en 2026. J'ai très peur qu'Elon Musk lui passe un coup de fil. Elon Musk ou Donald Trump passe un coup de fil au patron de Total et disent, attends, regarde les conditions qu'on te donne chez nous. Regarde les conditions que te donne la France. Regarde les conditions vers quoi on s'achemine vers nous, vers quel horizon on va chez nous pour les entreprises. Regarde vers quel horizon va l'Europe, vers quel horizon va la France pour les entreprises. Et une fois que tu as regardé ça, regarde vers quel horizon on va, nous, vers le pétrole, pour le pétrole, donc pour ton activité à toi, Total, vers quel horizon on va, nous, et vers quel horizon va la France et l'Europe. Et maintenant, demande-toi si tu n'as pas intérêt à envoyer ton siège social à Dallas. Je peux vous dire que j'ai très très peur de ça. Hein. Je le sens, je le sentais déjà arriver, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Là, je le sens très 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 fort. Très 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 fort. Je pense que dès que le conseil d'administration de Total est majoritairement américain, le coup de fil va avoir lieu. Et on va paumer Total. Je le sens venir, mais gigantesque. Et bon, là, c'est Total. Je vais vous donner l'exemple de Total, mais sur l'ensemble des entreprises, je vais vous dire, l'écart va devenir
tellement gigantesque, que nos entreprises vont se barrer les unes après les autres et surtout, celles qui vont rester vont se faire massacrer. Mais massacrer. Je vous laisse écouter d'abord Marc Toiti sur les chiffres. Vous allez voir l'écart de chiffres, l'écart du poids de l'État aux États-Unis et la France, mais on est l'Allemagne de l'Est qui regarde l'Allemagne de l'Ouest, quoi. On va se faire mais exploser, quoi. Je suis très 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 inquiet. Il a dit, Elon Musk, je vais faire économiser 2000 milliards de dollars. Oui, alors Elon Musk a été nommé, excusez-moi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Elon Musk a été nommé par Donald Trump pour moderniser les États-Unis. L'administration américaine. Donald Trump l'avait promis pendant sa campagne. Je pensais que c'était juste une promesse verbale. Vous voyez, je me disais, bon, Elon Musk, c'est un gars qui est quand même pas mal occupé. Hein. Il a Tesla, il a SpaceX. Lui, il envisage d'envoyer des humains sur Mars. Et je veux dire, c'est tellement loin de nous, mais tellement loin de nous. La réalité indépassable de la France actuellement, c'est d'interdire que des voitures traversent le premier, le second, le troisième et le quatrième arrondissement. Ça, c'est la réalité indépassable de la France. On va empêcher les voitures qui traversent le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième arrondissement de Paris. Aux États-Unis, c'est on va envoyer des gens sur Mars. Qu'est-ce que vous voulez? On se bat tellement pas dans la même catégorie, c'est lunaire. C'est le cas de le dire, mais c'est lunaire, quoi. On se bat plus du tout dans la même catégorie et nos chemins divergent de manière incroyable. Donc je croyais que c'était une promesse verbale de dire je vais nommer un symbole, si vous voulez, de dire je vais nommer Elon Musk. Non, il l'a fait. Il l'a fait et et Elon Musk a l'air de prendre ça extrêmement au sérieux d'après les tweets qu'il envoie, etc. Elon Musk prend ça hyper au sérieux, quoi. Donc, quand on voit ce qu'il est capable de faire, parce que c'est pas n'importe qui. Hein. On aime ou on n'aime pas Elon Musk, hein, peu importe, mais il a créé PayPal, il a créé Tesla, enfin il a repris et donné toutes ses lettres de noblesse à Tesla, il a créé SpaceX, quand il l'a créé, les patrons d'Ariane rigolaient. Ils disaient, mais non, mais il n'y arrivera jamais, c'est n'importe quoi, ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, SpaceX envoie un satellite tous les jours dans l'espace et Ariane a du mal à en envoyer 2. Donc, qu'est-ce que vous... De par an, hein. Parce que c'est tous les jours et Ariane, elle, a du mal à en envoyer 2 par an. Donc, si vous voulez, on a été mais complètement submergés, à tel point que même l'Europe et la France envoient la plupart de leurs satellites par SpaceX et pas par Ariane. Donc, on est complètement à l'ouest. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un sacré palmarès. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, peu importe, c'est quelqu'un qui a un sacré palmarès. Il a repris Twitter, il a viré 80% des salariés. Bah, Twitter, ça marche aussi bien aujourd'hui qu'avant. Donc, il a réussi environ 80% des salariés de Twitter de faire en sorte que ça marche aussi bien. Et c'est même beaucoup plus regardé qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de connexions sur Twitter et de temps passé sur Twitter qu'avant. Donc, c'est même une réussite. Il a moins de revenus publicitaires parce qu'il y a des gens comme Disney, etc., qui refusent de faire des pubs sur Twitter. Ça c'est pas grave. Mais pour le reste, en nombre de vues, en temps passé et en qualité enfin, pas en qualité, on va pas parler de qualité. Temps passé, nombre de vues, nombre d'utilisateurs, il a beaucoup, beaucoup plus qu'avant, avec 80% des salariés en moins. On imagine ce qu'il est capable de faire à l'administration américaine. Il a dit, Elon Musk, je vais faire économiser 2000 milliards de dollars à la machine américaine, à la machine états-unienne, à l'administration au sens large. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on en parle beaucoup en France, mais le poids des dépenses publiques aux États-Unis, ce n'est que 37% de leur PIB, de leur richesse. Alors que chez nous, en France, on est à 57%. C'est-à-dire qu'ils sont très bas, c'est très bas, 57% de dépenses publiques, et 37%, mais ils disent on va quand même faire effectivement des réformes. 37%, juste pour vous donner une indication, à la fin de Pompidou, on était à 30.
Donc, c'est des trucs qu'on a connus, hein. On a su faire 37%, hein. Donc, oui, c'est très bas, mais vous voyez, c'est quelque chose que nous, on serait capable de faire si on le voulait, hein. On va quand même réduire cette dépense publique. Donc il y a quand même une volonté presque excessive, entre guillemets, et par rapport à nous... Mais je croyais il y que a- c'était qu'une obsession française. Non, mais- Le pays Non, suradministré mais dans c'est le ce que monde, c'est la j'évoquais, France. c'est ce que j'évoquais. Mais les États-Unis aussi. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, à la rigueur, en France, on peut dire, là, c'est justifié. Oui. On a énormément de dépenses publiques. Nous sommes le numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques par rapport à notre richesse. Alors que les Américains, c'est parti des plus bas. Mais ils veulent quand même réduire. Donc là, c'est quand même effectivement un enseignement très fort pour nous. Alors surtout, le vrai enjeu, c'est par rapport à la confiance que pourraient inspirer ou pas les États-Unis. Ils ont une dette publique qui est à peu près de 120% de leur PIB. Nous, c'est 115, donc on y est presque, hein, presque le même niveau. La différence, c'est qu'aux États-Unis, cette dette génère de la croissance. Elle génère une croissance beaucoup plus forte que ce qu'on peut en voir en France. Mais ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est que cette croissance va rester au rendez-vous. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des explications pour lesquelles les démocrates et les républicains, finalement, ils finissent par s'entendre. Parce que c'est ça la force des Américains. C'est que dans le programme de Trump, il y a également une baisse des impôts. Parce que quand on parle de dépenses publiques, d'où vient cette dépense publique? Elle vient des impôts. Il faut bien la financer. Donc, dans le programme de Trump, il y a une baisse des impôts, notamment pour les entreprises, mais également pour les retraités, pour les salariés. Il y a une baisse généralisée. Et donc, pour pouvoir financer cette baisse d'impôts, c'est assez crédible quand même. Il faut bien sûr réduire ces dépenses. Mais nous, on fait exactement l'inverse en France. On augmente les impôts en ce moment, et on continue d'augmenter la dépense. Ouais. Il faut savoir que dans le budget 2025, nous a dit qu'il y avait une baisse Deux des tiers, dépenses un tiers, en France. C'est complètement faux. Les dépenses augmentent de 2,5%. Elles augmentent que moins de ce qui était prévu. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. En fait, en France, il n'y a que 2 fois, en plus de 60 ans, hein, il n'y a que 2 fois où on a baissé la dépense publique. En 1958, et je suis en train de préparer une vidéo où je parle de 1958 justement sur ma chaîne principale, parce que je trouve que l'exemple est très très bon. Mais il y a 2 fois où on a baissé la dépense publique en France. C'est 1958, parce qu'on avait le FMI qui commençait à être à nos portes et qui commençait sérieusement à s'énerver. Donc il fallait absolument changer. C'est le plan Pinet-Rueff qui a baissé la dépense publique. Et la deuxième fois, c'est en 1983. On l'a baissé, mais par rapport à 1981, pas par rapport à 1980. 81, Mitterrand arrive, fait n'importe quoi, et il fait tellement n'importe quoi que le franc, il faut le dévaluer plusieurs fois, qu'on a un pays qui s'effondre totalement. En 83, il est obligé de prendre le tournant de la rigueur. Il a pas le choix, il a carrément plus le choix. Et on baisse, mais par rapport à 81, pas par rapport à 80. Donc en fait, nous, il n'y a que 2 fois on a baissé la dépense publique. Là, on ne dépense pas, on ne baisse pas la dépense publique. On l'augmente moins que ce qui était prévu. C'est du délire. C'est du délire. C'est-à-dire qu'on a un déficit absolument abyssal et au lieu de dire, bon, bah, on va calmer les choses, on va baisser notre déficit, notre dépense, non. On continue à augmenter la dépense publique en France en 2025 et on continue à augmenter les impôts. On a les impôts les plus élevés du monde. On a les impôts les plus élevés du monde. Enfin, du monde développé. Hein. On est d'accord que le Venezuela et la Corée du Nord, c'est plus que nous. Mais enfin, on va pas non plus se comparer à la Venezuela, à la Corée du Nord. Quoique dans quelques années, c'est un peu c'est visiblement le modèle que veut atteindre notre gouvernement. Mais on va quand même pas se comparer encore, pas déjà au Venezuela, à la Corée du Nord. Mais dans tout ce qui est monde développé, économie développée, OCDE, eh ben, on est à les impôts les plus élevés. Et on va les augmenter. On va les augmenter en 2025. Et on va augmenter la dépense publique. On a la dépense publique la plus élevée. Mais on va l'augmenter. Par rapport au PIB, hein, évidemment. On va l'augmenter. Les États-Unis vont baisser à la fois les impôts et leurs dépenses publiques. Mais imaginez, encore une fois, Total ou une grosse entreprise ou même une entreprise qui se dit j'ai une usine à créer. Vous voyez, par exemple, Stellantis, qui doit choisir entre privilégier. Stellantis, vous savez, ils ont Fiat, ils ont Peugeot, ils ont Chrysler aux États-Unis. Stellantis doit faire un choix sur je vais privilégier, enfin j'ai des gros investissements à faire. Est-ce que je les fais sur Peugeot? Est-ce que je les fais sur Fiat? Ou est-ce que je les fais sur Chrysler? Et Stellantis s'aperçoit que en France, on va lui dire, bah
va falloir payer plus d'impôts. C'est temporaire, hein. Donc, vous savez, le coût de l'impôt temporaire. C'est temporaire, mais on va vous faire payer plus d'impôts. Et aux États-Unis, on vous dit, non, mais nous, on va baisser les impôts. Bon, et puis on va pas vous embêter avec l'environnement, on va pas vous embêter avec les normes dans tous les sens. On baisse les impôts, vous pourrez continuer à faire du moteur thermique comme vous aviez l'habitude, alors qu'en France, on va vous obliger à passer à l'électrique, enfin sur toute l'Europe. Nous, vous faites comme vous voulez. Nous, vous faites comme vous voulez, on vous baisse vos impôts. Et en France, on vous dit on va les augmenter. Quel va être le choix de Stellantis sur je vais pas favoriser Peugeot ou je vais favoriser Chrysler? Et toutes les entreprises vont se retrouver confrontées à ça. Total va se retrouver confronté à ça. Est-ce que je privilégie mes investissements en France ou est-ce que je privilégie mes investissements aux États-Unis? Là-bas, on baisse mes impôts et on me facilite la vie. Ici, on augmente mes impôts et on me complexifie la vie. Réfléchissez, qu'est-ce que si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous prendriez comme choix? On va se faire rouler dessus. On va se faire rouler dessus. Il y a vraiment, ça me paraît, mais de plus en plus évident. Je vais vous faire écouter ce que dit Charles Consigny. Vous allez voir, c'est aussi extrêmement parlant. Je vous dis, il y a plusieurs vidéos que je vais vous faire écouter parce que moi, ça m'a marqué. Moi, ça m'a vraiment marqué. Donc là, Consigny nous parle encore des États-Unis. Moi, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression d'être un Allemand de l'Est qui regarde ce qui se passe en Allemagne de l'Ouest. Mais c'est exactement ça, hein. C'est vraiment l'Allemand de l'Est qui regarde ce qui se passe en Allemagne de l'Ouest, quoi. C'est impressionnant. J'ai l'impression de voir le monde libre et nous, on est là avec notre administration colossale, nos prélèvements obligatoires totalement spoliateurs. On ne sait plus si on a le droit de faire un pas dans Paris sans être dans la bonne zone, interdit, etc. On ne pense qu'à répondre à l'administration. 2 courriers sur 3 qu'on reçoit, c'est l'État qui vient nous demander de l'argent, nous reprocher quelque chose. Vous allez partir aux États-Unis. Moi, je blague à part parce que je suis en réalité très sérieux. Je pense qu'on ferait bien en France de s'inspirer de ça. Si un pays qui, comme vous dites, n'a que 37% de dépenses publiques, là où nous on est à 57, 20 points d'écart. Eh bien, mais quand même, posons-nous la question de où on en est. Je pense qu'il faut, mais c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. On va se faire rouler dessus. Alors certains vont certainement critiquer le modèle américain, mais si vous voulez, allez-y, tant que vous voulez, allez-y. Je vous fais juste remarquer que on avait un PIB par habitant à peu près équivalent à celui des États-Unis en 1980, légèrement supérieur même, notre PIB par habitant, comparé aux États-Unis en 1980. Et aujourd'hui, ils ont un PIB par habitant 80% supérieur au nôtre. C'est-à-dire que chaque Américain est presque 2 fois plus riche que chaque Français. Parce que depuis 1981, on n'a jamais baissé la dépense publique. Parce que notre État, en 83 un tout petit peu, mais par rapport à 81, parce que notre État est devenu de plus en plus énorme. Parce que la fiscalité n'a pas arrêté d'augmenter. Je vous dis, Pompidou, vous êtes à 30% de fiscalité à peu près. Hein, 30% de la fiscalité du PIB français part entre les mains de l'État. Aujourd'hui, on est à 45%. On n'était pas sous-administré à l'époque, mais on a un État qui devient obèse, qui s'occupe de tout. Comme le disait Consigny, quasiment tous les courriers que vous recevez, c'est l'État. Quasiment. On n'arrête pas d'avoir des interdictions dans tous les sens. Tout à l'heure, je disais, les États-Unis, ils ont un mec qui veut aller sur Mars pour développer l'humanité sur Mars. Et nous, on ne sait pas si on a le droit de traverser ou non le 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement de Paris en voiture. Franchement, vous voyez la différence de vision du monde. On va se faire rouler dessus. Il n'y a pas
Il n'y a pas, y a pas de doute là-dessus. Alors, vous pouvez ne pas aimer les États-Unis, etc. Alors, j'ai vu des gens qui disaient, oui, mais aux États-Unis, t'es pas soigné, le niveau scolaire est nul, etc. Les gars, allez aux États-Unis avant de dire ce genre de billevesée. Vous rêvez, vous rêvez. Les États-Unis nous mettent une claque absolue dans tous les domaines, dans tous. Tous. Vous vivez sur une image de l'éducation nationale française qui date des années 80. Pas actuelle. On est déclassé sur tous les plans. Tous les plans. Donc, il faut arrêter. Et la santé, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis avec une famille de 5 enfants. Je connais le prix d'une assurance privée. Et ça ne me coûtait pas plus cher que la sécurité sociale. Par contre, ça me remboursait à 100%. Et si vous êtes extrêmement pauvre aux États-Unis, vous avez Medicare. Il faut arrêter on nous raconte. Je vous rappelle qu'en France, il y a actuellement des gens qui sont hospitalisés dans des garages. Parce qu'il n'y a pas assez de lits dans l'hôpital, donc on les hospitalise dans un garage. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui meurent aux urgences sur des brancards parce qu'ils ne sont pas pris en charge au bout de 24 heures. Ils sont là à agoniser sur un lit, sur un brancard, dans les urgences, dans un couloir, pendant 24 heures, et ils meurent. Donc venez pas me parler de la santé aux États-Unis. L'éducation nationale, je vous rappelle qu'on s'est effondré dans tous les classements internationaux, que d'après Gabriel Attal, qui mentait peut-être, je ne sais pas, mais d'après Gabriel Attal, 40% des élèves qui arrivent en 4e ne savent ni lire, écrire et compter correctement. On a un degré d'analphabétisme qui est gigantesque. On a des profs d'université qui nous disent le problème, c'est plus l'orthographe, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils écrivent. On ne comprend pas ce qu'ils écrivent. Donc honnêtement, voilà, ne me sortez pas, ils sont nuls, c'est des... Non, parce que vous avez une vision de la France, du système de santé, du système d'éducation de la France, qui date des années 80. Et qu'on essaie de faire perdurer. Alors, on n'y arrive plus sur la santé. On n'y arrive plus sur la santé parce que tout le monde a vu au moment du Covid que nos hôpitaux étaient incapables de gérer. Alors que ceux des pays voisins y arrivaient. Donc à ce moment-là, ça y est, la farce a disparu totalement. Je crois que tout le monde est d'accord maintenant sur les hôpitaux. Mais elle tient encore un petit peu sur l'éducation nationale. Mais plus ça va, je pense que les gens n'y croient plus non plus. On va se faire rouler dessus. On va se faire rouler dessus. Donc, d'un côté, vous avez Elon Musk qui dit bah moi, je vais réduire la facture de l'administration. Vous allez voir ce que vous allez voir. On est certes à 37%, la taille de l'État, c'est 37% du PIB, mais on va baisser fortement. Ça, c'est Trump et le programme d'Elon Musk. Et à côté, vous avez le programme, vous avez le représentant français qui est mis en place par Emmanuel Macron, donc à la Commission européenne, Stéphane Séjourné. Et le gars, c'est The Clean qui a mis ce tweet, mais c'est juste effrayant. Vous n'entendrez rien de plus effrayant aujourd'hui parce que vous n'entendrez rien de moins intelligible que ça. C'est délirant. Pour aller plus loin, j'ai 4 convictions. La première est qu'il faut décarboner et industrialiser en même temps. Il n'y a Décarboner et industrialiser en même temps, c'est des billevesées. C'est juste impossible. Il n'y a pas de... Vous voyez, alors ils vont regardez ce qu'il nous dit. Enfin, c'est... Pas d'industrie sans décarbonation, il n'y aura pas de décarbonation sans industrie.
ça ne veut rien dire. C'est McKinsey qui lui a écrit son discours. Il n'y a pas d'industrie sans décarbonation. Ben si. Toutes les industries du monde, absolument toutes les industries du monde, elles sont toutes carbonées. Donc il n'y a pas d'industrie sans décarbonation. C'est une phrase d'énarque, de personne qui sait parler, mais rien de plus. Rien de plus. C'est n'importe quoi. Il n'y aura pas de décarbonation sans industrie. Ben si. Si tu veux décarboner, tu n'as pas le choix. Mais faut-il décarboner? Je dirais, si toi, la France, ou toi, l'Europe, tu décarbones toute seule, alors que les États-Unis, qui sont le plus gros fabricant de carbone, n'en a rien à faire et fonctionne à fond sur l'industrie, et que la Chine, qui est le deuxième, et l'Inde, qui est le troisième, sont tous les deux en train de vouloir absolument prendre la première place et de se battre comme des chiens pour industrialiser, lire ce que tu fais, toi, dans ta petite France, ça n'a aucun changement au niveau mondial. Aucun. Ça permet juste aux autres de te rouler dessus. Ça permet juste aux autres de créer des industries puissantes et de ridiculiser les tiennes. Et c'est pas, vous voyez, c'est pas uniquement du rêve, ce que je vous dis, c'est pas uniquement des phrases de mecs à chapeau. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a cru à ses billevesées écologistes. Aujourd'hui, BASF, premier chimiste allemand, qui est depuis 200 ans en Allemagne, dit que ses prochaines usines, ça sera aux États-Unis. Et il dit les choses très simplement. Normes écologiques, coût de l'électricité. Je m'en vais. Enfin, coût de l'énergie, parce qu'ils utilisent énormément de gaz. Je m'en vais. Regardez Volkswagen, je ferme mes usines. Regardez les constructeurs de voitures allemandes disent, on va construire ailleurs. Les nouvelles usines, elles partent ailleurs. Donc, vous voyez, c'est pas que moi avec mon chapeau. Je le dis de manière très, très claire. D'abord, ce genre de discours ne veut rien dire, rien du tout, mais rien. Ou alors, si vous avez compris le sens, mettez-le moi dans les commentaires. Pour moi, c'est juste du délire, du langage verbal. C'est leur spécialité. Ils ont été formés pour ça. Hein. Il faut savoir que l'ENA, c'est l'école du langage verbal. Voilà. On vous apprend à raconter tout et l'inverse de tout, et surtout des choses totalement ridicules, avec le plus grand sérieux. Donc vous êtes très très fort pour discuter, absolument incapable d'agir. Donc je vais vous le faire écouter, mais on est mort. Hein. Enfin, franchement, vous allez voir, mais c'est... Pour aller plus loin, j'ai 4 convictions. La première est qu'il faut décarboner et industrialiser en même temps. Il n'y a pas d'industrie... Le « en même temps » nous aura tués. Hein. On n'allait pas bien, hein, mais le « en même temps » nous aura tués. Sans décarbonation, il n'y aura pas de décarbonation sans industrie. Ma deuxième conviction, il faut cibler les secteurs les plus stratégiques à fort potentiel et à fort impact socio-économique. Ces secteurs sont souvent confrontés à un effet ciseau, avec d'un côté un coût de l'énergie 2 à 3 fois plus élevé que chez nos concurrents, et de l'autre côté des surcapacités chinoises qui tuent littéralement nos filières. C'est un problème pour nos industries à forte intensité énergétique, comme l'acier, l'aluminium, sur lesquels nous avons perdu la moitié de nos capacités depuis 2021. Je pense aussi au secteur de l'automobile en profonde mutation électrique et numérique, à l'économie circulaire dont le modèle doit être également repensé. Je pense également au clean tech, au digital tech, au biotech, qui façonnent également l'avenir de notre continent. Il vient juste de vous énumérer tous ceux qui vont se barrer. Hein. Ou qui se sont déjà barrés. Sans oublier évidemment la chimie, l'industrie des industries. Pour chacun de ces secteurs, nous présenterons un plan d'action après avoir mis en place de très très larges consultations avec vous et le Parlement européen évidemment et l'ensemble des partenaires sociaux. Ma troisième conviction, il faut créer le bon équilibre entre l'offre et la demande et là aussi, les deux vont de pair.
Du côté de l'offre, l'énergie est le nerf de la guerre. Il est donc urgent de faire baisser les prix. Je pense aussi aux problématiques d'accès aux matières premières, aujourd'hui trop concentrées, à la sous-utilisation notamment des technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle par nos entreprises, et enfin au manque de compétences dans certains domaines. Nous y travaillerons. Du côté de la demande, la priorité sera à la création de marchés porteurs. Les ventes de véhicules électriques stagnent et celles des pompes à chaleur ont été divisées par 2 au cours des 6 derniers mois. C'est un problème et nous devrons donc actionner tous les leviers possibles pour inverser la tendance, notamment via l'accélérateur de décarbonation industrielle. L'accélérateur de décarbonation industrielle. En fait, je ne sais pas s'il s'écoute parler, moi, je suis d'accord avec The Clint, hein, je trouve ça glaçant, en fait. Ces gens-là n'ont rien compris. Mais c'est normal, en fait, parce qu'ils n'ont rien fait. Vous voyez, on parle de Stéphane Séjourné, et je vous le comparais à Elon Musk. Elon Musk, que vous l'aimiez ou pas, vous pouvez le détester. Vous pouvez le trouver très antipathique. Mais encore une fois, il a créé PayPal. Il a créé... il a repris Tesla et il en a fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Il a créé SpaceX, il a battu Ariane, il a battu même la NASA. La NASA maintenant passe par SpaceX. Il a ridiculisé tous les États et tous les groupes étatiques grâce à SpaceX. Il a racheté Twitter et qu'on l'aime ou pas, le nouveau Twitter, on s'en fout. Il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui y sont, beaucoup, beaucoup plus de gens qui passent du temps. Donc, c'est une réussite. Donc, vous voyez, il a quand même... Alors, OK, c'est pas une réussite sur la pub, Twitter, mais sur le reste, c'est une véritable réussite. La pub, on va voir si ceux qui ont décidé de boycotter continuent à boycotter. J'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. C'est parce que s'il y a le public et s'il y a le Time Watch, ils vont venir. Bref, il a d'énormes réussites, il a d'énormes compétences, notamment en réduction de l'administratif. Vous voyez, on l'a vu sur Twitter, hein, encore une fois, 80% de gens en moins sur Twitter. Quelles sont les compétences de Stéphane Séjourné? Qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie qui fait qu'il peut être un commissaire européen à l'industrie? C'est Marion Maréchal qui en parle. Et bon, elle le descend. J'ai regardé. Honnêtement, hein, ça aurait été quelqu'un de gauche ou ça aurait été quelqu'un d'autre qui en parlait, je vous l'aurais mis. Il n'y a que elle qui a souligné ça. Et bah ouais, ça fait mal, ça pique, mais c'est vrai. Monsieur Séjourné, je crois que vous ne devriez pas être devant nous aujourd'hui. J'ai lu votre réponse sur vos qualifications. Rien, manifestement, ne vous désigne professionnellement pour ce poste. Vous n'avez jamais dirigé une entreprise, ni réellement travaillé dans le privé, encore moins dans le secteur industriel. Vous avez soutenu tous les textes du pacte vert qui sont le dernier clou du cercueil de l'industrie européenne. Vous vous êtes... C'est vrai quand même. Déjà, vous voyez, vous avez Trump qui nomme un industriel et un génie de la tech pour s'occuper justement de toute l'administration et de faire en sorte que ce soit plus facile pour l'industrie et pour la tech. Il me nomme un génie de la tech et un industriel. Nous, on nomme quelqu'un qui n'a jamais bossé dans l'industrie et qui va être donc le commissaire européen à l'industrie. Il n'a jamais bossé dans l'industrie. Il n'a jamais bossé dans une entreprise. Mais en plus, il a voté toutes les lois vertes qui font que notre automobile est en train de se planter, qui fait que bon, alors les constructeurs de batteries, c'est l'horreur. Les constructeurs, vous savez, de pompes à chaleur, c'est la razzia. Ils sont tous en train de s'effondrer. Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais c'est la mort annoncée. Il a voté toutes les lois qui font que les chimistes sont... Vous savez, il a annoncé tout à l'heure, il énonçait l'ensemble des industries qui sont en train de se casser la figure en Europe. Il a voté toutes les lois, toutes, qui ont amené ces secteurs à se fondrer. Toutes.
et c'est lui qui est nommé responsable de l'industrie. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Le pacte vert, c'est ce qui est en train de tuer notre industrie, hein. Il se plaint tout à l'heure de l'électricité, de l'énergie 2 à 3 fois plus cher. Alors, c'est 2 à 3 fois plus cher pour l'électricité, c'est 3 à 11 fois plus cher pour le gaz industriel, hein. Donc, il se plaint de ça, mais il a voté les lois qui ont conduit à ça. Toutes les lois qui ont conduit à ça, il les a votées. Je suis désolé, elle est dure dans son truc, mais c'est parfaitement vrai, hein. Parfaitement vrai. Et il n'y aura pas la défense, il n'y a pas la vidéo de la défense, mais grosso modo, quand ils se défendent ça, ils disent non, mais je n'ai pas à me justifier. Bon, ok, tu n'as pas à te justifier. Bon, bah très bien, hein, très bien. Qui sont le dernier clou du cercueil de l'industrie européenne. Vous vous êtes personnellement battu pour le texte sur la restauration de la nature qui a provoqué la plus grave crise agricole européenne de ces dernières années. Vous soutenez, vous l'avez redit, les contraintes réglementaires insurmontables sur l'industrie automobile, et ce, dès 2025. Vous êtes l'ex-ministre d'un gouvernement qui a fait exploser la dette de la France et qui a d'abord saboté notre industrie nucléaire. Vous êtes, je sais que ce n'est pas très agréable pour vous de l'entendre, mais le dernier caprice d'un président français désavoué dans les urnes qui cherche à travers vous à conserver une influence en Europe qu'il a perdue en France. Alors je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qui vous qualifie professionnellement pour ce poste, outre les faveurs d'Emmanuel Macron? C'est ça. Mais c'est horrible à dire, hein, mais en dehors du fait que c'est un copain d'Emmanuel Macron, rien dans son CV n'indique qu'il est un copain, je dirais même un protégé d'Emmanuel Macron. En dehors de ça, certains auraient dit un mignon, mais c'est... Ah non, je veux pas rentrer là-dedans. Mais d'Emmanuel Macron, vous savez, comme Louis... C'était quel Louis, déjà, qui avait des mignons? Bon, ben, peu importe. Mais... je rentre pas là-dedans et je ne le dis pas, et si vous l'avez entendu, je le retire. Mais en dehors du fait d'être un protégé d'Emmanuel Macron, il n'y a rien qui indique qu'il puisse avoir ce poste. Rien du tout. Rien du tout. Il n'a jamais bossé dans l'industrie, il n'a jamais bossé dans une entreprise, ce qui va être quand même ses attributions. Il a voté toutes les lois qui font que l'industrie européenne est morte, ou en très grande difficulté. Il a voté toutes les lois qui font que l'énergie coûte aussi cher en Europe par rapport aux États-Unis. Il a été vraiment de tout. Il parlait de l'industrie automobile. Il ne manque pas de culot quand même, hein, parce qu'il parlait de l'industrie automobile tout à l'heure, on va l'aider. Il a voté toutes les lois qui ont conduit l'industrie à sa mort, automobile à sa mort, et il est... En plus, il dit qu'il défend ces lois et qu'il va falloir les continuer. Donc, la voiture électrique qui fait que toute notre industrie est complètement ravagée, et au niveau européen et au niveau français, est complètement ravagée, et que les Chinois sont en train de piquer l'intégralité de notre marché, il veut le continuer. Mais c'est lui qu'on nomme en responsable de l'industrie. On est mort. Quand je vous dis qu'on est mort, c'est qu'on est mort. Il y a pas, je ne vois pas d'autres mots. Macron a pour conseiller Séjourné et Bellatar. Trump, Elon Musk. Oui, je sais, ça pique. Oui, ça pique. Je pense que quand on voit que Musk est nommé à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale, on va se faire écrabouiller. On va se faire rouler dessus par les États-Unis. J'avais pas beaucoup d'espoir pour la France, hein. Je dis depuis quelque temps que je suis extrêmement pessimiste et que je pense que la France ne s'en sortira la France ne s'en sortira que quand le FMI viendra frapper à sa porte. Eh bien, je pense de plus en plus que j'ai raison, hein. La France ne s'en sortira que quand le FMI viendra frapper à sa porte. On est dans une situation, mais absolument catastrophique. Absolument catastrophique. Et on prend tous les chemins possibles et imaginables pour aggraver les choses. Il n'y a pas l'ombre d'un truc bien, d'un espoir que l'on fait. On augmente la taille de l'État, on augmente les dépenses de l'État, on augmente la fiscalité, on nomme des gens totalement incompétents et qui, en plus,
non seulement complètement incompétents, mais qui ont en plus montré qu'ils allaient dans la mauvaise direction. On les nomme à des postes clés, juste parce qu'ils sont amis avec le président, protégés du président. Moi, je vois pas comment on va s'en sortir. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Est-ce que vous pensez, comme moi, que les États-Unis vont nous rouler dessus et que vraiment on va vers la cata? Dites-moi tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Pensez à la boutique, 90 produits différents, 8 logos différents. Là, en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Je pense que c'est assez d'actualité. Le lien est dans la description. Je suis désolé, mais le lien est dans la description. Et sinon, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.